Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur la chaîne Aurélien Broussal. Aurélien, salut. Salut David. Bon, c'est cool que tu sois là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très honoré de ta présence, hein. Je vais annoncer un petit peu le plan aujourd'hui pour que nos auditeurs sachent de quoi on va parler. On va parler de ta vision de la préparation physique. Tu vas te présenter un petit peu après, mais on va parler forcément de sport, de prépa physique, de santé. On va parler aussi de sport mécanique, puisque tu as bossé là-dedans. C'est un sujet dont on aborde très peu les prérequis et les enjeux et les spécificités. Donc, on va en parler. On va parler également de performance systémique, hein. Tu vas un peu le définir et nous aider à nous retrouver là-dedans. On va parler de réathlétisation, de mobilité. On va opposer aussi, enfin, on va voir si la santé et la performance dans le sport sont si opposés que ça. On va en parler. Et à la fin, tu vas jouer un petit peu peut-être le conseiller d'orientation. Tu vas nous dire, un jeune aujourd'hui, s'il aime la santé, le sport, on est beaucoup là-dedans. Est-ce que c'est bouché? Est-ce que c'est pas bouché? Quoi faire un peu quand on aime le sport, qu'on est jeune et qu'on veut faire une carrière, quoi? Est-ce que ça te va comme plan? Allez, ça me va, on se lance. Bon, c'était un petit peu longué. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Aurélien, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, moi je suis à la base préparateur physique, je viens du haut niveau. Je fais toute une première partie de carrière sur l'accompagnement des équipes d'élite dans le sport professionnel et dans le sport olympique. Mes sports de prédilection en tant qu'accompagnateur, c'était plutôt les sports de combat et le sport auto, mais j'ai aussi beaucoup œuvré dans le golf, beaucoup œuvré dans le volleyball. Et puis, le temps a fait que j'ai évolué peu à peu vers des postes plus de management de programme et de fédération, pour finir sur un poste DTN adjoint à la fédération d'haltérophilie musculation. Mais bon, je suis passé par différentes cases comme directeur de la recherche et du développement ou directeur de perf, et ceux dans différents pays, puisque je travaille en France, en Grande-Bretagne et en Russie. Et puis, depuis quelques années maintenant, je me consacre de plus en plus à la formation et à la transmission. Donc, je suis dans une deuxième partie de carrière où je m'occupe surtout maintenant de mon école de coach, euh, qui s'appelle ABD Formation, où on forme des coachs futurs et actuels et des kinés pour rester au contact des dernières techniques et méthodes. Ok, ouais, super intéressant. Ok. Justement, je voulais attaquer sur la prépa physique. Toi, tu as une vision particulière, je veux dire, euh, tu sais, le monde d'aujourd'hui, il évolue et j'ai l'impression que c'est de plus en plus polarisé. On oppose souvent les gens, il y a beaucoup de débats. D'ailleurs, sur ta chaîne, je crois que c'était sur ta chaîne, où il y avait une petite opposition entre Training Therapy et le docteur Cascola, là, tu vois, chacun a un petit peu sa méthode, etc. Est-ce que tu penses que tu te différencies des autres ou justement, toi, tu suis la science? C'est quoi ton positionnement? J'ai eu une première partie où j'avais l'arrogance de penser que je me différenciais beaucoup. J'essayais d'énormément innover, de créer beaucoup de choses. J'étais tout le temps J'avais l'impression que ma signature, c'était toujours de créer de nouveaux exercices, des nouvelles méthodes, des nouvelles combinaisons, de favoriser le transfert, de chercher à mieux comprendre que tout le monde la discipline finale. Plus on avance et plus on revient sur des choses finalement assez simples, assez, assez maîtrisées. Et je pense que c'est ça, quelque part, la vraie expertise. Tu sais, en judo, la plus haute ceinture, c'est la ceinture blanche. C'est une grosse ceinture blanche épaisse. Bon, en vrai, il y a une grosse ceinture noire à la fin. Mais il y a une grosse ceinture blanche. Personne vit suffisamment longtemps pour l'obtenir. Et c'est un peu le symbole que malgré tout ce que tu sais, tu reviens aux fondamentaux. Tu vois, tu sais encore rien et tu vas revenir aux fondamentaux différemment. Un autre exemple d'expertise dans la simplicité, tu vois, c'est une marque comme Apple où tu arrives à finalement un ordinateur de plus en plus épuré, de plus en plus simple, de plus en plus maîtrisé. Et je pense que la préparation physique, en tout cas pour moi, ça fait le même chemin. C'est-à-dire qu'on est parti de trucs hyper compliqués, hyper riches, alors qu'on ne maîtrisait pas forcément tous les fondamentaux, pour finalement revenir sur des choses très très simples, mais extrêmement maîtrisées. Donc finalement beaucoup plus techniques qu'elles n'y paraissent. Et, euh, et la science nous accompagne dans ce chemin finalement, parce que elle va nous prouver peu à peu et de plus en plus fortement que ce qui compte pour le transfert vers la spécificité, vers l'activité cible, c'est bien comprendre le pattern moteur en fait. Plus que, plus que singer le mouvement, ce qui va vraiment faire la différence, c'est à quel point
on comprend le pattern moteur dans les différents étages articulaires. Et donc, finalement, cette maturité-là, elle m'a accompagné en tant que professionnel. Et je pense qu'elle a accompagné aussi de manière transversale toute la profession, parce que j'étais quand même un des pionniers du métier. J'étais déjà une deuxième, voire une troisième génération, en fonction de comment on compte, de coach vraiment spécialisé dans la prépa physique, mais j'étais la première génération 100% formée prépa physique. Et donc, on est arrivé, si tu veux, sur un champ extrêmement jeune, extrêmement vert encore de la profession. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à maturité et que donc il y a une forme quand même maintenant d'uniformisation du message, des méthodes, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Et donc, la spécificité, elle est de plus en plus marginale parce que on a un peu les infos maintenant. Et elles sont à la fois evidence-based et à la fois méthodologiques techniques. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Ça a tendance à s'uniformiser malgré tout. Mais je disais quand même, il y a des débats. Mais ce que tu dis, c'est quand même vrai parce que tu sais, quand tu vois un truc de fou sur Internet, tu regardes les commentaires et tu as quand même pas mal de personnes qui véhiculent la même pensée que tu as toi ou que je peux avoir moi. Enfin, tu vois le truc du moment, quoi. C'est-à-dire ce Oui. qu'on pense être la vérité admise par tout le monde, enfin par une Alors, il y a majorité. il y a un biais communautaire quand même. C'est que qui se Ouais. ressemble s'assemble. Et donc, les gens qui me suivent, ils sont plutôt d'accord avec moi. Oui. Je perds des centaines d'abonnés chaque semaine. J'en gagne plus de centaines, heureusement. Donc, j'imagine Ouais. que parmi ces gens qui se désabonnent, il y a des gens qui ne sont pas d'accord aussi. Donc, j'aurais pas la prétention d'imaginer que tout le monde est d'accord avec moi, que l'immense majorité est d'accord avec moi. Mais enfin, Ok. quand même, il y a des champs scientifiques où il n'y a pas de débat. Tu vois, il y a des thématiques où il n'y a pas de débat. Ouais. Typiquement, alors on peut garder un débat sur le terrain si on en a envie, hein. Ça, on fait ce qu'on veut à la fin. Tu faisais référence tout à l'heure à la discussion avec le docteur Casqueur. Bon, bah, en sciences du sport, il n'y a pas de controverse. Il n'y a pas de débat. Alors, il veut l'entendre, il ne veut pas l'entendre. Des gens veulent l'entendre, ils ne veulent pas l'entendre. Mais Ouais. n'empêche que quand on demande des contre-arguments scientifiquement prouvés, il n'y en a pas. Donc, on peut encore garder des fantaisies de terrain, mais il y a des champs dans lesquels il n'y a pas de controverse. Il n'y a pas de controverse non plus sur les étirements. Il n'y a pas de controverse non plus sur la créatine. Voilà, il y a tout un tas de thématiques brûlantes sur les réseaux ou dans les salles de fitness qui, en réalité, ont un consensus scientifique presque total. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Tu t'attaches au pattern moteur. Moi, je le comprends de telle manière que ben, dans un saut, dans un sport où il y a des sauts, tu vas penser qu'il y a une triple extension avec une Oui, certaine forme d'explosivité et donc tu vas travailler là-dessus. C'est comme ça que tu le vois? ouais, c'est ça, c'est ça. Et en fait, on a beaucoup défini la spécificité dans un premier temps comme la proximité visuelle d'un mouvement par rapport à un autre. Ouais, Donc, typiquement, effectivement, on raisonnait beaucoup triple extension, saut. Sauf que triple extension, triple extension. Donc, ouais, typiquement, un golfeur, il saute pas. Par contre, il fait de la triple extension. Donc, ça veut dire que tous les mouvements qui utilisent cette triple extension, entendez par là ceux qui sont les moins avancés en la matière, hanche, genou, cheville en extension, donc 3 extensions, triple extension, bah, tous les mouvements qui entraînent ça, potentiellement, vont améliorer un des paramètres du mouvement du golf, un des patterns. Alors évidemment, il faut rajouter celui de dissociation bassin-épaule et la rotation. Donc, il faut trouver des chemins pour entraîner ça. Peut-être qu'il faut sauter avec une espèce de rotation si on fait de la préparation physique. En fait, on va trouver des patterns qui nous permettent d'entraîner les mêmes synergies que dans la discipline cible, mais avec une charge additionnelle qui permet d'augmenter les intensités ou de préciser les intensités, les volumes de travail. Et donc finalement, plutôt que de travailler avec une baramine, le swing, en se disant je fais un mouvement de golf ultra spécifique et j'augmente ma charge, et du coup finalement je modifie complètement le pattern parce que je suis tiré vers l'avant et je suis plutôt en train de retenir le poids ma charge plutôt que de vraiment frapper ma barre, et bien, il vaut mieux s'entraîner à la triple extension d'une part et à la dissociation bassin-épaule d'autre part avec des mouvements vraiment chargés. On aura probablement plus de transferts. Ça, c'est documenté puisqu'il y a eu plusieurs études qui ont démontré qu'il y avait une corrélation très forte entre la détente sèche dans le gym et la distance de frappe en swing.
celui qui tape le plus loin en swing, c'est celui qui saute le plus haut. Et donc finalement, ce qui est spécifique à l'entraînement du golfeur, c'est pas un swing surchargé avec un gilet lesté ou une baramine, c'est de l'haltérophilie. OK. Alors, tu vois, une analyse froide comme ça, je me dirais qu'il pourrait y avoir un biais, sur le fait que bon, ça sélectionne les personnes explosives. Maintenant, si c'est dû à un entraînement et que tu vois du progrès, là, ça se comprend, je sais Et pas comment ça. peut-être qu'il faut être explosif pour être fort en golf. Ouais, ouais, je pense qu'il y a un petit biais là-dessus, mais c'est intéressant, je vois la Ah, logique, ouais. peut-être que, enfin, aujourd'hui, c'est pourquoi ce serait un biais? Parce qu'en fait, c'est pas parce que d'abord, on ne sait pas si les golfeurs sont explosifs ou pas. Moi, j'en ai pas testé suffisamment. Ceux que j'ai testés, ils étaient très explosifs. C'était parmi les meilleurs Français, hein, Greg Bourdi notamment. Gros RFD, Greg Bourdi. Donc, il faudrait tester les numéros 1 mondiaux pour voir vraiment ce qui se passe. Et ensuite, qu'est-ce qui se passerait si on ouvrait la sélection à des gens très explosifs? Est-ce que si Kylian Mbappé avait fait que du golf dès le départ, est-ce qu'il ne serait pas ignoble en swing? On parle d'un des registres du golf. C'est un Mmh. des sujets. Donc, ça, ça aura pas ça. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Hem, pour, parler de préparation physique aussi, qu'est-ce que tu penses de l'individualisation ou, en fait, si tu veux, comment dire? Pour préciser ma question, personnellement, je pense que l'individualisation, c'est un outil marketing un petit peu. J'exagère un peu le trait, mais je veux dire qu'en faisant une prépa généraliste, pour la plupart des personnes, je pense que tu peux arriver, un petit 80-20, tu vois? Tu peux arriver à 80 des résultats en ayant une approche, globale et généraliste. Est-ce que c'est pas un peu surfait, l'individualisation des choses? Est-ce que les gens, ne veulent pas juste un service un peu premium finalement, en voulant un coach, perso et un entraînement personnalisé? Tu en penses quoi? Oui, alors il faut justifier à un moment donné 70 balles de l'heure, ça c'est une évidence, dans un Ouais. sens comme dans l'autre. Ensuite, on a des réflexes de pensée en la matière qui sont très occidentaux. Auto-centré, syndrome du fils unique, moi d'abord. Donc évidemment, c'est incompatible avec une idée collectiviste du sport. Euh, on s'imagine qu'on a tous des besoins ultra individualisés, alors que je te rejoins, on a effectivement des besoins plutôt transversaux. Et quand je teste des gens en groupe, et ça m'arrive assez régulièrement, comme tu t'en doutes, je me rends compte qu'effectivement, 90% des gens ne sont pas capables de se mettre accroupis, par exemple. Donc, quand tu fais un programme de force où on parlait de triple extension et triple flexion, où on aime bien mettre du fonctionnel à tout va, et où de toute façon on va plier les chevilles, il me semble que pour que ta règle du 80-20, voire même du 90-10, elle est largement respectée si on fait de la mobilité de cheville, par exemple. Ouais. Donc, il y a des espèces d'invariants qui seraient de l'ordre de la PPG, en fait, et qui seraient là pour tout le monde, y compris à haut niveau. Et puis après, il y a quand même cette notion de précision et de parcours de vie qui font que quand même des gens, tout le monde est pas, tous les gens sont pas égaux devant l'adversité. Et ne serait-ce que si on prend une qualité composite comme celle de la mobilité, des gens vont être en grand déficit de force et puis d'autres en grand déficit de souplesse pour un même résultat. Par exemple, les gens qui n'arrivent pas à plier la cheville, c'est dur de savoir si c'est parce qu'ils sont faibles, raides, ou qu'ils savent pas le faire, Ouais. ou qu'ils n'ont pas de qualité d'équilibre, par exemple. Donc, c'est là que l'expertise du coach rentre en ligne de compte et que finalement l'individualisation arrive. C'est-à-dire que pour tout le monde, on aurait un chemin un peu identique, cherche à améliorer les patterns de base, cherche à rééquilibrer la chaîne antérieure et la chaîne postérieure, cherche à vérifier que tout le monde sait tout faire. Mais néanmoins, ils n'auront pas besoin tous exactement de la même recette pour y parvenir. En gros, si tous les gens qui n'arrivent pas à plier la cheville, j'essaye d'étirer tout le monde uniquement en souplesse, peut-être que là, ma règle du 80-20 elle va s'effondrer à 1 sur 2. Et parce que 1 sur 2 aura vraiment besoin que je renforce son appui au sol. 1 sur 2 aura vraiment besoin que je lui apprenne le contrôle moteur de l'appui jusqu'à la mobilité de cheville active. Voilà, ça, on ne peut pas savoir, il va falloir tester. OK. Ouais, ouais, c'est intéressant et effectivement,
ça concerne quand même ceux qui veulent s'approcher du haut niveau. Monsieur, madame, tout le monde n'est peut-être pas concerné par ça, sauf s'il y a un déficit en particulier, comme tu dis, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que là-dessus, effectivement, c'est des protocoles qu'on devrait déployer dans le haut niveau parce qu'on en a les moyens et normalement, on a le staff pour. Bon, c'est pas le cas en général. Mais en vrai, les problèmes que je viens d'énoncer là, très généraux, sont transversaux aux athlètes de haut niveau et aux gens normaux, puisqu'en fait, ils sont plutôt le fruit d'une vie passée à s'asseoir et à pas suffisamment entretenir certains patterns moteurs plutôt que des parcours d'entraînement et des niveaux d'entraînement. Donc, voire même l'entraînement haut niveau va les renforcer ces traits-là. Donc, dans le fond, tout le Ok, monde en a sans doute besoin. ok. Tu parlais de transfert tout à l'heure. Je voulais faire la transition sur les sports mécaniques. C'est très difficile d'imaginer un transfert sur un sport mécanique. Alors, j'ai pas fait de course de rallye, tu vois, même si j'ai déjà roulé vite en voiture. Tu as sûrement du gainage, faut encaisser léger. Comment tu trouves ces transferts-là? Bah, c'est tout le défi parce que là, vraiment, on est dans le noir complet et c'est quasiment le seul sport où on se retrouve, en tout cas où moi je me suis retrouvé dans le noir complet parce que je suis comme toi, moi je conduis une 5008 quoi. Donc, et plutôt dans les limitations de vitesse. Donc effectivement, de là à faire de la monoplace, et, et du coup on ne peut que être dans l'observation et dans l'échange malheureusement. Alors que quand tu coaches du foot, même si tu cours pas aussi vite que Kylian Mbappé, bah, à un moment donné, tu peux te mettre dans une position de milieu offensif et essayer de jouer à ton niveau et percevoir déjà des besoins. Si tu as joué en compétition, même à niveau pré-élite, ça y est, tu as quasiment toutes les infos. Euh, donc effectivement, il faudrait qu'il y ait des préparateurs physiques à un moment donné qui aient fait du sport auto pour commencer à vraiment être pertinent. Et moi, je pense que j'ai sans doute fait beaucoup d'erreurs dont on n'a jamais eu conscience parce que je suis pas dans la voiture en train de conduire. Alors, ils m'ont mis des fois dans des monoplaces biplaces, tu sais, pour que tu ressentes un peu les sensations. Mais malgré tout, c'est pas toi qui conduis. Ouais. Donc, il faut mesurer, il faut observer, il faut échanger, parler avec les ingénieurs, parler avec le pilote, essayer d'éduquer le pilote à ce qu'on cherche à obtenir. Donc, il faut lui donner de l'information basique physiologique, de l'information basique d'entraînement. Il faut le faire monter, lui, en compétence pour qu'il puisse verbaliser sur certaines choses de manière plus précise. Ok. Maintenant, l'enjeu du préparateur physique sur ces sports-là, c'est quand même plutôt des enjeux de récupération et de gestion de la charge en amont et en aval, plutôt que de performance physique dedans, parce que plus on est à haut niveau, finalement, moins la dimension physique, elle est cruciale. C'est plus dur dans les toutes jeunes catégories, dans de la GP2, enfin, ce qu'on appelle maintenant de la Formule 2, que dans de la F1, où tu as de la conduite assistée de partout. Finalement, c'est Ah, moins physique que ce qu'on imagine quand même. ah ouais? Ouais. D'accord, d'accord. Oui, il y a des pilotes qui ont une hygiène de vie déplorable, qui font très peu de sport, il y en a plein, Ah et ouais. qui performent comme ils peuvent, mais qui performeraient pas mieux ou moins bien. C'est pas ces problèmes de pilotage et de bagnole, hein, plus que physique, en fait. Il y a tout un fantasme autour de l'entraînement physique. C'est juste qu'il se trouve qu'il y a plein de pilotes qui sont sportifs et très sportifs par ailleurs, Ouais. mais tous témoignent qu'en réalité, quand ils s'entraînent moins, ils ne perçoivent pas d'effets majeurs. C'est plutôt sur la récup, sur la gestion de l'enchaînement des voyages, l'enchaînement des grands prix, qui est vraiment très éprouvant. Être dans l'avion tout le temps, être dans des pays chauds tout le temps, avec une contrainte thermique énorme à cause de la combinaison, plus du moteur qu'on a littéralement, on a littéralement assis sur un moteur hein, dans une voiture Mm. de sport. Donc, le tout en plein été, en Hongrie ou dans le désert. Bon, bah, évidemment, c'est Et- une contrainte thermique. C'est plutôt un stress global à gérer ouais. plutôt qu'un effort aérobique et qui finalement a une Ouais, ouais, c'est intensité sûr. Mais relativement modeste. ouais, c'est vrai que tu as plusieurs sortes de sports mécaniques. Tu vois, comme je te disais, moi je viens du motocross. C'est quand même très physique, les gens se rendent pas compte.
Ouais, c'est c'est pas le hyper même sport, exigeant. c'est sûr. Mmh. Il faut Ouais. du coup, ouais, t'as pas le siège pour te tenir, il faut que tu restes accroché, etc. Tu as des sensations, tu sais, par exemple, au niveau des avant-bras, similaires à ce que tu peux ressentir en grimpe, en escalade. Tu sais, les Ouais. avant-bras qui tétanisent, là. C'est horrible. C'est horrible. T'as déjà fait des grimpeurs en prépa? J'ai déjà fait, ouais, de l'escalade de vitesse, ouais. Ah oui, c'est pas pareil, ouais. Et donc, on était moins exposés à ces problématiques-là, même si en fait, bon, tu les as quand même parce qu'ils s'entraînent Ouais, aussi séance longue. en voie et en bloc, hein, ça fait partie de leur parcours d'entraînement. Mais bon, ça renvoie aussi à des questions techniques, c'est-à-dire que plus tu avances techniquement sur ces sujets-là et moins ils témoignent ces problématiques-là de, 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 de Ouais, ouais. tétanos. Il faut vraiment qu'ils aillent très très loin dans la saisie pour que ça les rattrape. Mais ouais, effectivement, j'imagine que c'est très très physique Ouais. le motocross et le. Ouais. Tu vois, je m'étais renseigné quand j'étais plus jeune pour comprendre un peu la biomécanique, comment s'entraîner précisément et de manière juste quoi, pour ce sport en particulier. Et c'est très peu documenté. En français, il n'y a rien du tout. Et je regardais un peu aux US et il y a un mec qui parlait de. Il avait une approche très, très intelligente, je trouve. Il parlait du deadlift. Il disait le mouvement du motocross, c'est le deadlift. Tu vois. Euh, Puisque tu es toujours en fait en hinge un peu, tu sais. Tu viens Ouais, t'accroupir, etc. Et si tu es fort en deadlift, ça te permet de pas trop utiliser tes bras. Et c'est une logique, je trouve, qui est transposable à pas mal d'activités physiques, de dire, voilà, tu cherches à ne pas trop utiliser tes bras pour pas tétaniser, justement. Donc, tu vas essayer d'avoir des jambes et un tronc fort, tu vois. ah ouais, ça paraît cohérent. Ouais. Bon, c'est Ouais, pareil, j'ai jamais sauté à je sais pas combien de kilomètres heure vous roulez sur les trucs là, mais j'imagine qu'il y a aussi le sujet de l'atterrissage ouais, et ensuite les relances de vitesse c'est ça. où tu reviens sur du pilotage plus classique. Je pense que ça doit être assez complet motocross. Ouais, ouais, Et c'est les intéressant. seuls athlètes que j'ai connus qui faisaient du motocross, ils faisaient aussi des sports de combat. J'en ai connu Ah deux. ouais, Ouais. Et je me dis que c'est pas par hasard, quoi. Tu vois, le rapport à la ok, chute, le rapport au gainage dynamique, ouais, euh, le rapport à l'appréhension aussi, hein, parce que bon, c'est quand même bien t'es sûr. en conversation directe avec l'adversaire, comme tu es aux prises directes avec le danger en Ouais. motocross. Ok, ok. Le sport de combat, c'est quand même quelque chose de particulier. J'ai l'impression que c'est à part parce que tu as besoin de force, d'explosivité, de souplesse. C'est presque le plus dur, j'ai l'impression, le sport de combat. J'ai jamais fait, hein. Bah, en tout cas, c'est le plus dur, je sais pas, mais en tout cas, c'est le plus compliqué à coacher d'un point de vue physique parce que il y a tous les paramètres. Il y a tous les Oui, paramètres à explorer. Il faut être fort, endurant, sur tous les registres de l'endurance, sur toutes les filières énergétiques. Il faut être efficace sur tous les registres de puissance et d'endurance de puissance. Il faut être mobile à tous les étages. Euh, ouais, c'est assez complet, quoi. ouais, ouais. Et justement, je me disais, par exemple, t'as un mec, tu le prends en coaching, tu le vois combattre. J'imagine qu'au début, tu dois bien le mettre en situation. Comment tu sais si lui, il n'en a pas une petite idée, parce que souvent c'est le cas, comment tu sais ce qui lui manque, tu vois? Comment tu sais s'il lui manque de la force ou de la souplesse ou de la mobilité, tu vois? Comment tu l'analyses Bah, ça? encore une fois, c'est là que c'est essentiel de bien identifier les patterns. Parce que si, de la même manière que sur le motocross, tu estimes que le soulevé de terre est un mouvement central dans ta préparation, bah, du coup, tu as des grilles d'équivalence de niveau de force, et pas que de niveau de force, d'ailleurs, de niveau de force endurance, de niveau de puissance, sur ce pattern-là. Et donc, tu développes bah, peu à peu des repères sur chaque exercice comme ça, exercice clé. Donc finalement, c'est pas tant ce que tu vas observer dans la discipline que ce que tu vas observer dans le gym qui va te permettre de savoir où il en est et ce dont il manque. Ok, ok. D'accord, ouais, ouais, ouais. Je J'ai beaucoup comprends. observé dans la discipline. En plus, moi, je suis judoka à la base, donc j'étais tout à fait convaincu de ce que tu es en train de dire là il y a encore une quinzaine d'années. Force est de constater qu'on apprend peu en regardant ce qui se passe sur le tapis, d'un point Ok, de vue physique. On apprend ouais, énormément d'un point de vue technico-tactique, hein, bien évidemment. Mais d'un point de vue physique, on apprend peu.
Le répertoire gestuel qu'utilise l'athlète, on le connaît déjà, il suffit de lui demander, tu fais quoi comme mouvement? Il va te dire, je fais Seoi, Uranage. Bon, tu sais que tu as un mouvement d'ouverture sur l'arrière et un mouvement d'épaule sur l'avant. Donc déjà, ça t'envoie vers tout un tas de patterns. Après, tu peux peut-être l'observer sur sa façon de bloquer spécifiquement, mais il y a quand même des tendances un peu collectives. Et après, il y a des styles de judo d'une caté à l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, les moins de 66 n'ont pas les moins de 60 n'ont pas les mêmes besoins. C'est polarisé en fait que les très lourds. Après, entre les deux, c'est à peu près le même judo. Donc, il y aurait 3 judos chez les hommes, si tu veux. Ok. Et on peut dire qu'il y a 3 judos chez les femmes. C'est juste que je dirais que ça englobe la catégorie des 52. Les 2 premières catégories comptent comme des très légères et combattent à peu près de la même manière de mon point de vue. Ok. Ouais, en fait, toi, tu estimes que c'est pas en forgeant qu'on devient forgeron pour améliorer le physique sur un geste répétitif. En fait, tu vas distinguer le technique de la prépa physique pour être meilleur sur la performance, en fait. Alors, je pense qu'il y a des moments, il y a des temps d'entraînement qui doivent être ciblés. Je pense quand même que si, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et qu'à la fin, la clé des chances, c'est de faire du judo si tu es judoka. Ouais. Maintenant, il y a plusieurs facteurs qui viennent contredire ça. Le premier, c'est que tu ne peux pas soulever plus lourd que plus lourd en spécifique en judo. Donc, tu vas projeter des gens de ton poids et de poids un peu plus lourds éventuellement, mais enfin, il y a un moment où c'est trop lourd pour ton judo et tu vas te retrouver à faire un autre mouvement que celui que tu es capable de faire. De plus, si tu es toi déjà très lourd, du coup, il n'y a plus personne au-dessus, quoi. Donc, Ouais. tu peux plus surcharger de cette manière-là. Et quand bien même tu surchargerais ton adversaire, soit avec une troisième personne qui le retient et qui le freine, soit avec un gilet lesté, comme ça se fait beaucoup, on modifie un peu le pattern moteur, donc autant le simplifier franchement et aller dans le gym. Et deux, on ne va pas aller plus lourd que plus lourd. Tu parlais du soulevé de terre tout à l'heure. Si je fais un mouvement qui est un mouvement de contre, où j'arrache ici mon adversaire sur l'arrière en activation de la chaîne postérieure, donc je fais Uranage, je vais attraper un mec de mon poids, il fait 73 kg, un peu plus lourd, allez, je vais aller jusqu'à un 100 kg éventuellement sans que ça perturbe mon mouvement. On est loin de ce que j'attends d'un athlète de haut niveau de mon poids de corps qui devrait soulever 230 kg au soulevé de terre. Ouais. Tu vois, donc on va pouvoir les rendre tellement plus forts dans le gym sur des mouvements de musculation qu'à un moment donné, on va réduire le curseur de la spécificité au profit du curseur de l'intensité. Et puis, on a ensuite l'exposition cumulée à une discipline. Toutes les disciplines ne sont pas exemptes de contraintes mécaniques. Tu vois, à un moment donné, tu vas peut-être chercher à courir moins pour avoir moins d'impact. Bien Et sûr. donc, le fait d'aller chercher d'autres méthodes moins spécifiques pour obtenir d'autres résultats qui vont te permettre quand même de progresser, va peut-être te permettre de ne pas te blesser, va peut-être te permettre de mieux tolérer ton entraînement, mieux récupérer et finalement mieux profiter de tes séances spécifiques. Et puis, cette lassitude mécanique, elle peut être aussi psychologique. Oui. J'ai rencontré de nombreux sportifs qui me disent, mais moi, tu sais, j'aime pas le tennis. Je joue parce que je suis fort. Ce qui me fait plaisir, c'est de gagner, c'est le duel. Mais dans le fond, la pratique pure du tennis, je peux pas faire que tout en tennis, quoi. C'est pas possible. La prépa physique tennis, ras-le-bol, quoi. Et donc, c'est eux qui vont demander à faire autre chose. Ouais. Ouais, bien sûr. Ça peut tout à fait se Sport comprendre. auto, tu n'as carrément pas le droit. Tu vois, comme ça, c'est réglé. Sport auto, c'est Ouais, interdit de mais piloter en dehors des grands prix. ouais, ouais, tu vois, justement, c'était sur ce sur quoi je voulais rebondir, c'est-à-dire que des sports comme la moto en général, tu vois, la moto sur piste, je pense que c'est encore pire, la Formule 1, les sports comme ça, en fait, tu peux pas rouler tous les jours, ça coûte trop cher. Eh oui. Donc il faut pallier à ça aussi. Tu as aussi cette spécificité. Tu l'as Oui. rencontré ça, dans des sports, pas forcément les sports mécaniques, mais tu sais que la personne ne pouvait pas faire son sport, pour des raisons logistiques ou financières? Et il fallait s'y préparer Mmh. sans le faire? Alors moi, j'en ai eu peu, mais tu as après, effectivement, les sports d'hiver dans certains pays. Oui.
où tu as des sujets de saisonnalité, et de plus en plus d'ailleurs. Tu as effectivement les sports où le règlement t'interdit, où à un moment donné, tu n'es plus exposé au même type d'entraînement. On parlait du sport auto. Parce qu'au-delà tu pourrais être très très riche en sport auto, de toute façon, tu n'as pas le droit de rouler en dehors. Tu as les essais officiels et c'est tout. Et puis, tu as après les saisons on et saisons off. Donc, les sports américains fonctionnent en off-season, et hors saison, bah, du coup, tu as peu d'opportunités de pratiquer réellement ton sport. Tu as encore des entraînements, évidemment, mais enfin, les squads sont un peu explosés aux quatre coins des États-Unis. Tu te retrouves à faire beaucoup plus de prépa physique, peut-être des séquences de jeu, mais enfin, tu es moins sur l'ultra spécifique. En France, le seul sport qui me vient à l'esprit dans ce rythme-là, c'est le volleyball. Et la saison s'arrête entre avril et mai, ou début juin, en fonction des saisons et de à quel point ton équipe va loin, et si oui ou non tu es international. Mais potentiellement, il y a des joueurs professionnels qui sont ni internationaux ni qualifiés pour les phases finales, qui rentrent chez eux en avril, et puis on les reverra que début octobre, quoi. Ok, ok, ok. Tu parles de volley, là, je fais une association dans ma tête, rien à voir, mais j'ai envie de te poser une question. Tu as certains sports, le basket, le volley, où tu as des attributs physiques qui vont conditionner ta performance. Tu vois, évidemment, si tu es grand en basket, c'est plus facile que si tu mesures 1,50 m. Mm. Tu sais, et je pars aussi du principe que, comme Laure Manodou disait, tu sais, qu'elle aimait pas forcément nager, mais elle aimait gagner. On a tendance à aimer les sports dans lesquels on est bon. Autrement dit, quand tu es jeune, comment savoir dans quel sport tu as un potentiel, tu vois? S'il y a un jeune qui nous écoute là, comment savoir dans quoi on a un potentiel d'être bon? Tu Ouais, aurais ou des quelques petits parents. tests? Ou des parents. Ça, c'est vachement dur, parce qu'en fait, on voit bien que des fois, certains enfants se révèlent doués dans un deuxième ou dans un troisième temps d'apprentissage. Et c'est ça qui est compliqué, parce que il va falloir trouver un juste milieu entre persévérer pour acquérir les habiletés techniques fondamentales, qui mettent parfois du temps à vraiment être intégrées par le gamin, qui est très 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 loin de cette culture de sport à un moment donné de sa vie pour une raison X ou Y, et qui d'un seul coup va avoir un déclic de coordination et de sensation et de repères, et boum, il va devenir hyper doué d'un coup. En fait, il l'était depuis le début, c'est juste que sa maturation d'entraînement était un petit peu plus lente que des naturels, et qui peut-être plafonnent plus vite. Seulement ceux qui capitalisent tout l'intérêt et qui vont jouer en équipe une, et qui vont tout de suite être poussés en titulaire dans le bateau si c'est de l'aviron, en premier combattant si c'est du judo, bah, tout cela, ils vont capitaliser toute l'attention de l'entraîneur, qui va du coup les faire progresser et creuser l'écart. Ouais. Donc, il faut trouver un juste milieu entre papillonner pour avoir suffisamment de chance d'un moment donné être un naturel quelque part, mais en même temps persévérer, parce que c'est pas parce qu'on est nul au début qu'on est nul dans l'absolu. Il faut surtout, surtout pas croire ça. Ok. Et surtout pas que les enfants se mettent ça dans la tête, parce qu'en fait, ça peut changer du tout au tout. Et puis en plus, ils peuvent changer de corps. C'est-à-dire qu'en 2 ans, ils peuvent se retrouver avec 2 têtes de plus. Ils étaient nuls en basket parce que c'était les plus petits, et puis d'un seul coup, ils ont une tête de plus que tout le monde. Et ça, on ne peut pas trop le prévoir. Donc c'est vrai qu'il faut se donner aussi le loisir des fois de revenir à un sport qu'on a quitté, qu'on aimait bien a priori, et qu'on a quitté parce qu'on ne gagnait pas. Et tout particulièrement les sports à grosse dimension athlétique. Dans les sports co, c'est peut-être un peu plus caché, parce qu'il y a le banc des remplaçants qui est long, mais le nombre de postes titulaires est nombreux aussi. Donc on arrive quand même à un moment donné peut-être à progresser en individuel, notamment, je sais pas, en natation, par exemple, ou en athlé. Si on n'est pas invité tout de suite dans le groupe qui s'entraîne 6 fois par semaine, évidemment, l'écart se creuse de manière exponentielle, quoi. Ouais. Et puis, il y a les enfants qui naissent en début ou en fin d'année. Ça change tout aussi, ça. Énorme, j'allais t'en parler. J'avais vu une stat que les mecs au football américain, tous les meilleurs, ils sont nés en début d'année. Truc de fou. Ah oui, ah oui, mais c'est vrai dans quasiment tous les sports olympiques. Je crois que c'est 80% des médailles. Ah ouais, Ouais. incroyable. C'est une telle différence. T'imagines, tu joues avec la catégorie d'en dessous, en fait. Ben ouais, ils expliquaient, j'avais écouté une émission là-dessus, ils expliquaient qu'ils sont sélectionnés très très tôt, genre 6, 7, 8 ans.
et qu'à cet âge-là, ça compte énormément, 10 mois d'écart, c'est Ouais, sûr. ouais, oui. Oui, oui, et puis même à l'adolescence, ça compte toujours, hein. On voit des gamins qui ont des potentiels physiques déjà hyper importants à un âge biologique exactement identique. Alors t'imagines si en plus on rajoute 10% de temps de vie, ou 20% de temps de vie, ou plus, même si tu les sectionnes à 8 ans, t'imagines? C'est monstrueux, Ouais, c'est énorme. l'écart. C'est vrai, hein, c'est vrai. Ouais, ouais, ça pose même des questions. Ouais, Donc ouais, visez bien quand vous faites, si vous voulez faire des athlètes de haut niveau, visez bien le moment où vous faites un bébé. ouais, avril-mai. C'est pas mal. Le printemps est bien fait. Ouais, 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 c'est ça. Ouais, c'est assez intéressant tout ça. Je voulais parler de performance systémique. Ça, c'est un mot une expression que tu emploies souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux nous expliquer un petit peu? C'est marrant que tu parles de ça parce que je t'ai invité dans un autre podcast ce matin où je me suis rendu compte que j'ai dit à peu près 400 fois systémique dans le podcast. Je me suis dit, putain, faut que j'arrête avec ce mot-là. Ça devient un tic verbal. Bah ouais, parce que je développe de plus en plus la certitude que le débat qu'on avait tout à l'heure sur les patterns et le transfert, et la spécificité de l'entraînement, la qualité de l'entraîneur, tout ça est très, très, très secondaire dans le nombre de médailles qu'on va faire à la fin aux Jeux Olympiques. Je pense que ce qui fait qu'à un moment donné, la France est forte en foot, c'est qu'elle a notamment Kylian Mbappé. OK. Mais en fait, si elle a Kylian Mbappé, c'est parce qu'elle l'a trouvé. C'est pas parce qu'elle l'a pondu. À un moment donné, on a trouvé le talent, on l'a détecté, on l'a accompagné, on l'a entraîné, on l'a formé et on l'a amené jusqu'au bout. Et c'est là que ça devient systémique, parce qu'à la fin, Kylian Mbappé, tu lui fais faire des sprints en contre-résistance, du yielding squat ou du saut de mouton, c'est Kylian Mbappé. Ouais. Tu vois, le meilleur entraîneur, c'est celui qui a les meilleurs athlètes. Donc la performance du système, c'est la capacité d'un pays ou d'un club à détecter des talents et à les former et ensuite à les conserver. C'est vraiment ça l'efficacité. L'efficacité d'un sport, c'est systémique, c'est de détecter les talents avant tous les concurrents. Et les concurrents, ce n'est pas les pays étrangers. Les concurrents du basket, bah, c'est le foot, c'est le judo, et c'est pour ça qu'on n'est pas très fort en athlée. C'est Ouais. parce que l'athlète se fait piquer tous ses athlètes. Alors, il n'y a pas que ça, hein, il n'y a évidemment pas que ça. Mais l'athlète se fait piller, il n'y a qu'à regarder le nombre de licenciés, par les sport co, par le judo qui passe en premier. Le judo est redoutable, parce que le judo prend tous les petits dès 4 ans. Oui. Et donc, arrivé à 8 ans, en fait, les gamins, ils ont déjà fait 4 ans de judo. Et là, les potentiels, on commence à avoir une bonne idée quand même, hein. Et du coup, ceux qui ont 8 ans, ils ont déjà fait des petits tournois, des petits tigres, tout ça. Ils sont déjà un peu identifiés, déjà un peu poussés. Ils ont déjà gagné des médailles. Et vraisemblablement, il n'y a qu'eux qui vont continuer après. Et hop, ça y est. Ceux-là, ils ne vont pas faire du basket. Ouais, bien Ils sûr. vont certainement pas faire du lancer de poids. Ouais. Ouais, c'est vrai. Dans les sports, peu connus, pareil, hein, pareil pour les sports mécaniques, en fait, en fait, tu es le meilleur de ceux qui en font, mais tu pas sûr d'être le meilleur. Ouais. Est-ce qu'il est si fort que ça, Verstappen? Ouais. Non, C'est pas c'est sûr. vrai. C'est pas sûr du tout. Il aurait fallu mettre Mbappé dans une Formule 1 dès le départ pour voir si lui aussi il va vite, hein. Oui. Pas Mbappé, mais disons, beaucoup de gens qui ont pas eu les N'importe moyens de le quel faire. athlète Ouais. de très haut niveau. Moi, je reste persuadé qu'il y a énormément de transferts d'un sport à l'autre. Il y a des sports où il y a des transferts plus que d'autres. Oui. Je pense que Teddy, il aurait fait un super impact player ou deuxième ligne en rugby, hein. Tu vois, il n'y aurait Oui, c'est pas eu sûr, trop de c'est sujets sûr. là-dessus. Alors, il n'aurait peut-être pas archi dominé comme il domine là le judo, parce que plus d'opposition dans sa catégorie, du coup, et parce que peut-être moins sport co dans son état d'esprit. Mais s'il était né dans le sud-ouest, peut-être qu'il aurait pris un autre chemin, tu vois, C'est sûr. et qu'il aurait été tout autant en équipe de France. Mmh. Il aurait peut-être été parmi les meilleurs joueurs du monde, sans aucun doute. Alors, il aurait été moins bon dans la F1.
Il aurait pris les secondes en piste face à Verstappen. Mais, euh, mais tu vois ce que je veux dire, il y a des groupes d'activités, je pense, dans lesquels on a probablement énormément de Ouais. transferts. Tu vois. On est d'accord. Et là, tu vois, moi, je vois les sports co de ballon, les sports de raquettes, les sports de deux roues, tu vois, par exemple, moto-vélo, des trucs comme ça. Tu vois d'autres catégories, toi? Ouais, effectivement, tous les sports duels, il y a fort à parier que Alcaraz, il aurait été bon en escrime, par exemple, tu vois sur des sports duels de distance. D'opposition. Euh, après, il y a effectivement tous les sports métaboliques qu'on peut regrouper, même si la natation est un peu à part, je pense quand même. Probablement que quelqu'un qui atterrit sur un vélo culturellement, c'est plus parce que il est proche d'un club ou parce qu'il a un père cycliste, mais il aurait tout aussi bien pu faire de la course à pied, je pense, tu vois, parce que finalement, le facteur clé, à part à très très haut niveau, où effectivement, tu as des facteurs biomécaniques qui sont ethniques et qui sont Ouais. culturels aussi d'ailleurs, hein, qui vont faire qu'à un moment donné, les Éthiopiens ou les Kenyans courent vraiment plus vite, et pas que parce qu'ils ont des VO2 de l'espace, mais quand même, un des facteurs C'est un clés, audimat. Bien c'est sûr. la capacité à consommer ton oxygène. Donc, Bien sûr. Oui, donc ouais, tout à euh, fait. du, Tout à fait. du coup, voilà, à la fin, tu as 4 poumons et 2 cœurs, ben, on te met sur un vélo, Ouais, on te met ouais. sur un rameur, on te met sur un... T'es ignoble, et puis c'est tout, quoi. Ouais, ouais, et du coup, tu vois, finalement, on parle d'autre chose, mais on répond un petit peu à ma question de tout à l'heure. C'est qu'en gros, finalement, à 13 14 ans, tu testes ta VO2 max, tu testes ton explosivité, tu testes ta souplesse, et tu sais dans quel sport tu auras des chances de devenir bon, quoi. Tu crois pas? Ah, il y a des qualités qui émergent un peu plus tôt que d'autres, quand même, effectivement. Je pense qu'il y a peu de surprises sur les capacités métaboliques et cardiovasculaires. Ouais, je pense que si tu fais un test d'effort au collège, les gens qui vont être forts au marathon, ils ont déjà des bonnes notes quand même. Ouais. Euh, bon, il y a peut-être quelques contre-exemples. J'ai en tête des gens qui se sont mis d'un coup à faire l'endurance, qui n'avaient aucune idée qu'ils étaient forts. J'ai du mal à les imaginer dans la queue du peloton au collège quand même, tu vois. Mais ouais, tu Donc, sais, pardon, je te mais coupe, sur la mais force, c'est différent. ouais, Sur la force, c'est différent. Ça peut arriver, tu vois. C'est tellement une qualité nerveuse et hormonale que je pense que quand même, il faut attendre vraiment l'adolescence pour voir qui va être fort, qui va pas être fort. Et puis c'est une question de levier énormément. Donc, tu vois, bah, typiquement le soulevé de terre, tu te retrouves avec des grandes jambes et un tout petit buste d'un seul coup. Tu deviens prédisposé à mort à ce mouvement-là. Euh, Tu restes tout petit tout du long, tu vas être très très prédisposé à faire tu vois, du développé couché si tu as des tout petits bras. Donc il faut quand même attendre de voir la stabilité de la croissance pour savoir qui va être fort et pas fort dans les disciplines de force. ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. On pourrait parler d'un tout autre débat, mais tu vois, j'ai regardé un épisode, je sais plus ce que c'était, un reportage sur Mathieu Blanchard, c'est Bien sûr. Ultra Trailer. Il parle de son début enfin, de son avant-carrière, et il dit qu'il n'était pas sportif du tout, tu vois, qu'il courait pas et tout. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu du storytelling qui se fout un peu de nous, honnêtement, tu vois, parce que tu peux pas arriver à un tel niveau en disant j'ai pas de potentiel, tu vois. Si moi je le dis, c'est vrai, mais que lui dise ça, Bah, ce qu'il faut, c'est définir pas courir, tu vois, je pense. ouais, oui, C'est si pour lui s'entraîner 3 fois par semaine en dilettante avec des copains, c'est pas s'entraîner, bah c'est déjà, on est déjà pas d'accord parce que tu vois, si ça se trouve, il s'entraînait déjà comme ça, ou alors il faisait des sports de manière sporadique et dispersée. Il jouait au padel le dimanche, il allait faire, je sais pas moi, de la natation. Mais encore une fois, c'est possible qu'à un moment donné de sa vie, il n'ait pas été du tout sportif. Enfin, il est passé par des filtres PS quand même. Il est passé par le collège et le lycée comme tout le monde, et à un moment donné, il a fait des tours de terrain de foot comme tout le monde, c'est dans les programmes. ouais. Donc, à ce moment-là, j'ai du mal à imaginer Mathieu Blanchard en bout de queue avec euh, les, euh, les lascars qui n'ont pas de chaussures de sport adaptées, les nénettes qui sont venues en Hugs et qui n'ont pas du tout envie et qui traînent des pieds. J'ai du mal à pas l'imaginer dans les 2-3 meilleurs, tu vois, Évidemment. même Pour ceux moi, il qui n'y a pas de s'entraînent doute. tous les jours. C'est pour ça que ça m'a un peu tiqué d'entendre ça. Bon, bref.
Ouais, je voulais parler du prochain sujet, la réathlétisation. Si tu veux, on est à une époque là où on voit de plus en plus de kinés qui presque font le métier de prépa physique et on voit beaucoup de coachs sportifs qui prennent en charge certains types de douleurs, tu vois? On est un Ouais. peu à la croisée des chemins et des fois les métiers se superposent. Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois qu'il y aura une nouvelle génération de préparateurs, hybrides, pro de santé et en même temps préparateurs? Tu crois quoi? Bah, ce que je pense malheureusement, c'est qu'on va perdre nos kinés. Bah ouais, parce que en fait, tout le monde converge là vers des univers un peu, un peu hybrides là. Effectivement, ça attire un peu les préparateurs physiques de jouer un peu la carte médicale ou paramédicale, tu vois, aller marcher un peu sur les plates-bandes des kinés. Mais dans le fond, ils vont quand même pas très très loin, tu vois, ça s'arrête assez vite. D'abord parce qu'ils n'ont pas des connaissances biomécaniques très poussées et ils ont un niveau de formation sur le sujet pas suffisant comparé aux kinés. Ensuite, parce que ça les intéresse pas vraiment. L'appel de la perf est trop fort. Donc, ils aiment bien jouer à ça, à la phase finale de la réathlétisation, là, mais dans le fond, ça les intéresse pas plus. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Les kinés, l'appel de la perf est très fort, très très fort, et ça leur donne envie vraiment de venir faire de la prépa physique. Ils ont un certain nombre de prérogatives qui leur permettent de le faire d'ailleurs. Et ces 20% de kinés-là ont l'appétence et les capacités intellectuelles de se former en plus. Et ils le font en général. Du coup, ça fait plutôt des bons préparateurs physiques de mon point de vue. Puis il y a un autre paramètre, c'est le paramètre économique. Hein. C'est qu'à un moment donné, kiné, ça ne gagne pas assez. Hein. 16 euros de la séance, c'est évidemment pas suffisant. Donc il y a ce shift qui est en train de se faire. Le tout avec une génération de kinés BP qui veut plus mettre les mains, qui veut plus masser, qui veut plus faire de clinique comme on le faisait avant, et qui donc, bah, qu'est-ce qui reste? Il reste les exercices. Hein. Et bah, tu as plutôt intérêt du coup à les développer parce que si tu mets plus du tout les mains, il va falloir que tu aies un panel d'exercices suffisamment varié pour répondre à toutes les situations. Donc tout ça fait qu'ils vont devenir de plus en plus prépa physique et coach Ah oui? sportif même, il n'y a pas que le haut niveau d'ailleurs, et de moins en moins kiné. Mmh. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une Heu, mauvaise nouvelle que des kinés deviennent préparateurs physiques, entends-moi bien. Moi, je vois ça d'un bon œil. C'est pas très corporatiste ce que je dis, mais je mmh. pense que ça fait remonter le niveau dans un univers où quand même les formations sont de plus en plus serrées et courtes pour les coachs, de plus en plus superficielles et où le niveau est pas forcément tiré vers le haut. Ouais. Donc, de l'autre côté, je me réjouis d'avoir des gens qui ont bac+3 et qui ont fait une année de médecine avant de démarrer. D'un autre, bah, malheureusement, ça veut dire qu'on est en train de déserter la catégorie adverse. Et ça, c'est pas une bonne chose. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, d'ailleurs, oui, alors je suis d'accord et pas d'accord. C'est vrai que d'un point de vue corporatiste, comme tu le dis, c'est le juste mot. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que finalement, on fait ce qui nous plaît, on a tendance à faire ce qui est le plus rémunérateur également. Mais c'est vrai que d'un point de vue santé publique, là, je te l'accorde, il y a plus grand monde pour s'occuper des personnes âgées, des personnes qui ont fait des AVC ou Parkinson, des choses comme ça. Ouais. Là, si c'est ça que tu voulais dire, on est d'accord. Ah, c'est exactement ce que je veux dire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, enfin, c'est le problème d'un système, public avec des tarifs réglementés et bloqués. Mais, Je dirais que c'est un peu la même chose, tu sais, avec les dermatologues qui font des soins de confort alors qu'il y a personne pour, traiter les problèmes de santé, de la peau classique, quoi. bah oui, C'est un peu le problème du moment, c'est un peu systémique ça aussi. ouais, c'est systémique. Voilà. Tu vois, ça me permet de basculer un peu ce sujet sur le sujet suivant. Je voulais te poser une simple question. Est-ce que le suivi à distance, c'est suffisant? Tu vois? Dans le sens où on en parlait avec un bon ami Thibaut qui m'a aidé à préparer mon 10 bornes là. Lui, c'est quand même, tu vois, c'est un gars, il est capable de faire 32 minutes aux 10 kilomètres sur route, donc c'est un athlète quand C'est même, vite, tu ouais. vois? Mmh. Ouais et il me dit: «Moi, si je prends un coach, il faut que je le voie. Je peux pas avoir un coach si j'ai pas la relation humaine», tu vois? Pour lui, c'est irremplaçable, tu vois? Et je veux bien le croire parce qu'à un moment, l'aspect, utile du coach, c'est l'aspect mental un petit peu et bon, j'ai l'impression qu'en ligne, ça dénature un peu la relation. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que tu l'as fait, donc donne-moi ton avis là-dessus.
Bah, je l'ai fait, tout le monde le fait. En fait, je l'ai fait pas parce que j'y crois ou parce que j'en ai envie, parce que la réalité du haut niveau, c'est que les équipes, elles sont sur le terrain, à l'étranger, 150 jours par an. Elles sont en vacances, 40 ou 50 jours par an. Donc mathématiquement, si tu veux, tu pas avec eux toute l'année. Donc mathématiquement, tu t'organises et ils partent avec des devoirs et qu'on le veuille ou non, il y a toujours eu du coaching à distance. En tout cas, dans ma sphère à moi, à haut niveau, il y a toujours eu ça, toujours. Voilà, c'est juste qu'elle n'était pas digitalisée, tu partais avec une feuille, avec un carnet d'entraînement, voilà, tu entretenais aussi l'autonomie des athlètes en faisant ça, mais on a toujours été dans de l'hybridation. Ce qui est nouveau, c'est qu'avec le full digital, il y a de plus en plus de gens qui font du coaching 100% à distance et qui voient jamais les gens en vrai. Alors, je pense que ça dépend des cas de figure. Je pense que ça dépend des disciplines et des coachs et des besoins de leurs athlètes. Euh, Si effectivement ton copain il n'a pas du tout besoin d'apport technique, bon, il reste que l'aspect social des choses, quoi. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'un pote, ça marche aussi. Peut-être qu'un Ouais. partenaire d'entraînement, ça marche aussi. S'il y a pas si l'idée c'est juste de partager des moments avec quelqu'un, là, je pense que c'est lui qui se met des barrières. En revanche, si son coach, c'est un coach technique qui va lui apporter de la qualité de pied, de la qualité de foulée, etc., bah là, effectivement, on se dit que ce sera plus efficace en présentiel, avec de la démo, avec Oui. tout un tas d'exercices techniques, de gamme, d'habiletés techniques fondamentales que va développer le coach. Et là, on n'est plus dans du coaching, on est dans de l'enseignement, en fait. On est dans de l'accompagnement, dans de la leçon. Tu vois. Et ça, effectivement, j'ai du mal à voir comment on peut 100% la digitaliser. Bon, après, est-ce que c'est mieux que rien? Bah oui, hein, il vaut mieux s'entraîner avec un bon coach à distance qu'avec un mauvais coach en présentiel. Il y a Ouais. ça aussi, hein, tu vois, tout le monde n'est pas armé de la même manière, donc le présentiel à tout prix, je sais pas. Mmh. Peut-être que bah, la réponse idéale, c'est encore un peu comme le télétravail, quoi, c'est de l'hybridation. C'est-à-dire qu'il y a OK. des choses qui sont mieux à distance. Je pense qu'envoyer un programme, est-ce que tu as besoin de payer le mec pour qu'il se déplace, pour qu'il perde du temps à venir te le donner en main propre, te Oui, ça l'expliquer, sert à rien. machin, alors que dans le fond, ce temps-là, il aurait pu le mettre à l'affiner, à le peaufiner, à l'adapter. Bon, je Ouais, pense que ouais. ça sert à rien. Par contre, effectivement, il y a des trucs qui se remplacent pas en présentiel, donc je crois pas mal en l'hybridation. Et puis, c'est aussi un moyen de couper les coûts, hein, Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, parce c'est sûr. que du coup, tu peux peut-être te payer un super coach qui était hors de prix, qui était réservé à une élite, parce que le mec, il faut qu'il bosse, donc il prend que des plein temps, donc il prend que du très haut niveau. Bah, moi, je vais l'avoir 2 fois par semaine et encore pas que pour moi, parce que ce sera en small group. D'un autre côté, là, j'ai le Top Gun. Et le reste du temps, c'est du digital. Ouais, ouais. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu vois, en fait, c'est pas pour rien que j'ai dit les 32 minutes, parce que c'était pour suggérer qu'à partir d'un certain niveau, mais tu l'as un peu dit aussi, il te faut quelqu'un voilà, pour te faire la leçon, comme tu disais tout à l'heure là. Et ça, C'est je crois ça. qu'on est d'accord quand même. Je crois pas qu'ils ont des coachs en ligne, les mecs qui préparent les JO. Ils en ont, ouais. Ça Ah ouais? se fait. Ça se D'accord. fait. Mais ça se fait beaucoup, ouais. Bah, par exemple, Olivier Bollier, il a 6, 7 athlètes en ligne en permanence. Moi, j'en ai eu 100% distanciel. Très peu quand même, c'est moins ma came. Mais, euh, mais ouais, ça se fait. Ok. Ça dépend Ok. encore une fois des sports, ça dépend de plein de choses. Plus dur en Il y a plein de choses, judo. évidemment. Et puis aussi, si tu as eu une expérience avec l'athlète précédemment, tu peux te permettre Ah de bah le voir à oui, distance. bien sûr, bien sûr. Ouais, Si c'est une continuité d'action de coaching ou si c'est un le début. démarrage d'une collaboration, ça n'a rien à voir, bien sûr. Ouais, ouais, ok, ok. Un rapide point sur la mobilité. On entend de tout un peu. Est-ce que tu pourrais, sur ma chaîne, clarifier un peu ce que tu appelles la mobilité? Tu sais, on parle de mobilité, de souplesse, de flexibilité en anglais, tu vois. C'est quoi, tu vois, est-ce que toucher le sol jambes tendues, est-ce que c'est être mobile ou est-ce être souple? Et pour la santé, est-ce qu'il faut être mobile ou est-ce qu'il faut être souple? Tu vois, quel est ton avis?
Bah, la mobilité englobe la souplesse, donc il faut les 2. En fait, la mobilité, c'est 4 piliers. C'est d'abord un pilier de souplesse. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne s'étirent plus depuis des années parce qu'on leur a dit que c'était pas bien. Donc effectivement, si on fait les généralités dont tu parlais tout à l'heure, eh ben, à moins d'avoir fait des parcours de pratique type taekwondo, karaté, danse classique, etc., où la souplesse reste un facteur de performance prioritaire, l'immense majorité des gens ont une raideur articulaire passive totale. Donc effectivement, on peut se dire qu'on ne prend pas trop de risques à étirer les gens pour les faire progresser en mobilité. Sauf que ce n'est qu'un des piliers. En Asie ou en Russie, par exemple, euh, c'est un pilier qui est moins prédominant qu'en Occident, parce que là-bas, ils ont continué à s'étirer, donc en fait, il y a moins de gens qui sont en déficit chronique de souplesse. Un deuxième pilier, c'est la force. Il faut que les gens soient capables d'exprimer de la force à différents angles articulaires. Donc, une des erreurs méthodologiques fondamentales, c'est d'avoir scindé la force et la souplesse. En fait, c'est deux qualités qui sont sœurs siamoises même. Et on a les infos là aussi, c'est très documenté. Quand tu fais que t'étirer, tu augmentes tes niveaux de force. Okay, c'est normal, c'est des contraintes excentriques, donc tu crées de l'adaptation en force. Quand tu fais, alors t'étirer, hein, pas les protocoles de Guignol où on met en micro-tension et on se gratte la tête en disant ça marche pas. Bah, évidemment, pas assez de Tu temps. tires. Il faut tirer, tu sens l'arme à l'œil. Et de l'autre côté, si tu regardes les haltérophiles ou les forces athlétistes, ils sont souples. Pourtant, ils font pas d'étirement. Donc, c'est bien qu'ils développent, enfin, pas tous, hein, pareil, quand on regarde les méthodos russes, ça s'étire fort fort. J'ai fait une vidéo sur Klokov il n'y a pas très longtemps. Je peux te dire qu'il s'étire. Donc, en fait, tu arrives là aussi à développer tes niveaux de souplesse par le travail de la force en amplitude. Donc, les deux sont liés. Donc, il faut, pour être mobile, être capable de générer de la force à différentes angulations articulaires et différentes longueurs musculaires, musculo-tendineuses. Ensuite, tu as le contrôle moteur. C'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à se mettre accroupi, je le disais tout à l'heure, on ne sait pas si c'est un manque de souplesse de cheville, on ne sait pas si c'est un manque de force, mais le fait qu'il ne sache pas le faire doit rester aussi une possibilité. Ça doit rester à ce stade une hypothèse. Et donc là, il y a tout ce qui est reprogrammation motrice et réenseignement de la coordination fine, coordination intra-intermusculaire, timing, qualité d'appui, recrutement, qui doit rentrer en ligne de compte et, et permettre d'entraîner la mobilité. Et puis, dernier point, l'équilibre. Quelqu'un qui n'arrive pas à se mettre accroupi, souvent, c'est parce qu'il perd l'équilibre aussi. Et il ne perd pas forcément l'équilibre que parce qu'il est faible, raide, ou parce qu'il ne contrôle pas au niveau moteur. Parfois, c'est aussi parce que ces différents capteurs proprioceptifs sont dysfonctionnels ou désentraînés, parce que sa prise d'information visuelle est pas adaptée, parce qu'il n'a pas, pas de repère, il n'a pas d'ancrage visuel. Plein de raisons, il a ces qualités fondamentales d'équilibre qui est désentraîné. Donc ces 4 piliers-là forgent la mobilité. Donc à la fin, effectivement, chez nous, 9 fois sur 10, être plus souple revient à développer ton potentiel de mobilité, mais pas nécessairement, parce que c'est pas parce que tu es souple qu'en plus de ça, tu n'es pas faible. Ouais, il faut que le reste suive en fait pour Ouais, pouvoir dire je suis mobile, quoi. ouais, Ah tout à ouais, fait. OK. Bah, écoute, merci pour cette, mise au point. Je trouve que c'est très clair et j'espère que ça sera utile pour ceux qui nous écoutent, de le clarifier un petit peu, quoi. Je voulais parler de l'aspect santé du sport et de la performance. Tout à l'heure, en fait, on parle, et souvent les 2 se mélangent un peu, le sport santé et la performance et dès lors qu'on cherche à performer, il y a un discours qui vise à dire que le sport serait délétère sur la santé si on va chercher la performance. Est-ce que tu penses, toi, si on reste naturel, si on n'utilise pas de produits dopants et si on écoute son corps pour pas se blesser, pour justement atteindre une performance sportive, est-ce que tu penses vraiment qu'on s'abîme le corps? C'est toujours pareil, c'est la dose qui fait le poison. Ouais, Donc, ça ne paraît pas être une bonne idée je reprends le volet, de sauter 200 fois par match, tous les jours, pendant 15 ans. C'est probablement trop. Bon,
Trop pour quoi? Trop pour les genoux, trop pour le dos, trop pour les pieds. Mais si c'est pas assez pour la tête et pour le cœur, alors bah, c'est un choix à faire et qui est peut-être même pas un choix d'ailleurs. Voilà, il faut faire ce qui nous rend heureux quelque part. Donc, donc voilà, c'est pas bon pour le système mécanique, c'est pas bon pour le système ostéo-articulaire, mais c'est peut-être bon pour la tête, c'est peut-être bon pour d'autres choses. Ce qui se discute aussi, parce que malgré tout, le sport de haut niveau, euh, l'immense majorité des gens qui le pratiquent, ils passent leur temps à perdre. À perdre? Ah oui. Il n'y a qu'une seule place tout en haut du podium, il n'y a que 3 places Ah sur le oui, podium, oui, oui, d'accord. et dans chaque tournoi, tu as 50 entrées. Donc, tu vois, malgré qu'on ait la meilleure équipe de France, la meilleure équipe de foot au monde de manière assez chronique en fait, hein, depuis maintenant presque 20 ans, on n'a que 2 étoiles. Donc, ça veut dire que quand même, l'immense majorité du temps, bah, on a fini par perdre nos tournois. Et c'est pourtant une équipe qui gagne, l'équipe de Ouais, France. On peut dire que globalement, il y a de la satisfaction. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens frustrés ouais. dans cette génération de l'équipe de France. Alors maintenant, tu regardes l'équipe de hockey sur gazon, je pense que c'est plus dur. Tu vois. Ouais. Mais tu vas dans le sport individuel de manière plus large, à part un Teddy Riner ou une Clarisse Agbenienou, bah, tous les autres, ils perdent à chaque tournoi quasiment. Non, mais c'est vrai en plus. C'est horrible ce que je suis en train de dire. Mais même des champions du monde Ouais, ouais. perdent à chaque tournoi. Pour une victoire rarissime, arrachée dans un mélange de talent, d'entraînement de tous les instants et de chance, tout le reste du temps, ils ont perdu en fait. Et donc, ça ne fait pas des gens forcément très équilibrés, des gens très heureux, des gens très épanouis. Beaucoup de gens qui souffrent de ça énormément. C'est dur. Ouais, Donc, je voyais pas où l'éternel. tu voulais en venir. Ok, la frustration, l'aspect mental de la santé, quoi. C'est ça que tu veux dire? Bien sûr, c'est pour ça que je ne suis pas si sûr que ça, que le fait de sauter 200 fois par match, en plus, rende les gens heureux. C'est ça que je veux dire. C'est Ouais, qu'en ouais. plus de ça, beaucoup des athlètes que j'ai côtoyés n'étaient pas heureux. Et donc, c'est pas forcément ce que je souhaite à mes enfants, de devenir athlète de haut niveau. Ben, c'est vrai, et tout le monde rêve de ça, c'est vrai, alors qu'en réalité, c'est pas la panacée. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je leur souhaite de la compétition, je leur souhaite de gagner, je leur souhaite de perdre. C'est important. Il faut apprendre tout ça. Mais est-ce que j'ai envie qu'ils partent à 13 ans pour aller en pôle espoir et être l'éternel partenaire d'entraînement ou celui Ouais. qu'aurait pu, ou celui qu'aurait dû, ou le gâchis de je sais pas quoi. Mm. Pour un Kylian Mbappé, tu as 10 C'est 000 vrai. gamins qui avaient un niveau hors norme et qui finissent dans la vraie vie normale, comme si c'était la punition et la mise au placard, alors que c'est très bien la vie normale. Mais t'as raison, et c'est vrai que le bonheur dans le sport et l'accomplissement, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu d'être un petit poisson dans une petite mare, un gros poisson dans une petite mare, tu vois. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Tu vois, moi, Bon, je après, vois ce ça que je dis, autour c'est de moi. facile à dire. Aujourd'hui, j'ai pas d'enfants qui sont détectés comme Ouais, haut potentiel dans je sais pas quel sport, donc c'est encore petit, mais évidemment, si demain ils se retrouvent à être à fond dans le truc qu'ils gagnent et que bon, bah, je les laisserai accomplir leurs rêves. Hein, je ne vais pas m'opposer à ça, mais je le vivrai pas forcément comme une bonne nouvelle. ah ouais, 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 je comprends. Et c'est vrai que quand on parle de santé, tu fais bien de parler de la santé mentale, puisqu'on parle souvent de la santé physique, mais c'est vrai, il faut pas oublier que on vit dans sa propre tête au jour le jour, et c'est important de s'y sentir bien quand même, hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Dernière petite question, je voulais te demander, voilà, si tu devais jouer le conseiller d'orientation aujourd'hui, un jeune qui nous écoute, il est forcément passionné de sport, il est forcément sportif lui-même, il a peut-être quelques, tu vois, un petit peu comme moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, peut-être comme toi aussi, tu as envie de connaître l'anatomie, tu as une certaine curiosité, tu te demandes quels sont les facteurs de performance du sport, et cetera. Tu vois, tu as le truc, quoi. Donc tu veux bosser dans ce domaine-là, mais tu recommanderais de faire quoi, en fait, pour avoir des perspectives d'évolution dans une carrière?
Je te dis ça parce que c'est peut-être ce qui manque au métier de kiné, pour avoir également un bon niveau de vie en termes de revenus et pour avoir un épanouissement personnel et pour être sûr de ne pas être hors jeu dans le monde du travail dans 10, 15 ans. Ce serait quoi ton conseil? Bah, travailler très, très dur à l'école, aller chercher une grande école. Si vous avez les moyens intellectuels, soyez polytechnicien et puis, finissez le jeu en 5 ou 10 ans et puis après vous faites coach sportif si vous avez envie. Mais s'il faut trouver un juste milieu dans les choses, je pense que c'est un bon moyen, c'est d'apprendre à tout faire et ensuite d'apprendre la spécialité, assez simple de coach sportif et même assez simple de kiné, hein. Sans rabaisser qui que ce soit, c'est absolument pas mon idée, c'est ma formation à moi, donc je m'autocritique en faisant ça. Je pense que ce qui manque au kiné, c'est un sens plus global du business, euh, peut-être des maths appliquées au business et au développement et à la prise de risque et des choses comme ça. Ils sont trop kinés. Et donc peut-être que d'abord en développant des aptitudes plus transversales. Alors j'ai pris le business parce que on a parlé tout à l'heure du niveau de vie, c'est pour ça, hein. Mais Mmh. peut-être que c'est pas ça la porte d'entrée, ça peut être aussi une porte d'entrée plus juridique ou plus statutaire, tu vois, qui donne une vision un peu élargie du métier. Euh, je, je, je pense que c'est pas absurde en fait, tu vois. Alors, kiné, c'est peut-être un mauvais exemple parce qu'aujourd'hui, en plus de ça, c'est difficile de devenir kiné parce que c'est long et il y a cette barrière à l'entrée là, du parcours médecine qui est quand même assez sévère en termes scolaires. Mmh. Donc, je ne sais pas si ma réflexion peut vraiment s'appliquer dans la vraie vie au kiné, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle s'applique au coach. Et donc, je pense que les meilleurs coachs que je vois arriver chez moi, chez ABD Formation, ils arrivent plutôt dans un deuxième temps, vers 30-35 ans, quand ils ont déjà eu une première partie de vie. Et ça y est, ils ont accompli plein de trucs, ils ont fait le tour de la question, mais ils arrivent avec des vraies questions de terrain. Tu vois, ils arrivent avec un budget prévisionnel, ils arrivent avec déjà des interactions avec les banques, ils arrivent avec déjà des objectifs économiques, des réflexes marketing, avec une capacité à s'implanter sur le marché qui est totalement différente d'un jeune qui arrive et qui sait tout au mieux squatter. Ouais, bien sûr. Donc j'aurais tendance à dire, si vous avez les capacités scolaires, faites un maximum d'écoles, poussez le truc le plus haut possible. Si vous êtes capable de faire HEC ou de faire Polytechnique, faites-le. Et après, vous pouvez toujours passer un CQP, même en même temps qu'HEC, une fois que vous aurez fait la prépa. De toute façon, c'est plus dur, c'est la Ouais. prépa. Pour ceux qui ne sont pas scolaires, alors il faut voir le truc comme un métier d'artisanat. Et là, il ne faut pas attendre. Si vous n'êtes vraiment pas scolaire, que vous n'avez pas les moyens de faire ce que je viens de dire là, c'est pas grave non plus. Et il y a plein de façons de gagner à la fin. C'est juste que ce n'est pas votre chemin à vous. Et là, il ne faut pas hésiter une seconde. Il faut passer un BPGEPS, vous allez obtenir un niveau bac. Lisez, 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 lisez. Ça va vous passionner. Donc, vous allez d'un seul coup vous révéler bien meilleur que ce que vous étiez sur des cours qui ne vous plaisaient pas. Et ça vous donne niveau bac. Ensuite, vous allez chercher un DEGEPS. Là, vous aurez bac plus 2. Et en plus de ça, vous aurez appris plein, plein de trucs sur le terrain. Et ensuite, vous rajoutez comme ça des modules de compétences spécifiques, y compris des modules business s'il faut, parce qu'à un moment donné, il faudra quand même apprendre à compter. Et là, vous allez développer un business intéressant à coup sûr et des perspectives, surtout des possibilités. Vous allez encore une fois aborder le truc de manière beaucoup plus ouverte que si vous êtes arrêté simplement un CQP ou un BP et ça y est, c'est bon, j'ai fait mon truc perché. Non, continuez, cherchez tout de suite l'étape 2. Et en plus, si vous êtes jeune, vous pouvez bénéficier de l'apprentissage. Ça peut se faire en 2 ans. Donc moi, j'aurais vraiment ces 2 parcours complètement différents, mais qui finalement peuvent amener au même endroit. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Donc je vois ce que tu veux dire. Tu as le premier parcours où tu veux vraiment résoudre le problème de l'argent et ensuite te consacrer à ta passion. Et Ouais. le deuxième, ce qui est très intelligent, hein, et le deuxième parcours, c'est plutôt devenir le couteau suisse pour après, justement, c'est là ma question pour affiner un peu ta réflexion. Est-ce que tu cherches à avoir une spécialité ou d'abord tu développes vraiment le couteau suisse et après tu vas trouver un domaine où tu excelles? Encore une fois, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ouais.
Si vous ne gagnez pas d'argent, vous allez tout simplement disparaître du métier. 85% des coachs disparaissent après 5 ans dans le métier. Donc, l'équation, elle est très, très simple. Et l'argent, elle est où? Il est où? L'argent, il est où? Il est dans le personal training aujourd'hui. Ou dans le business global. Mais alors là, il n'y a pas besoin d'être coach. Voilà, si vous ouvrez une franchise demain, une boutique gym de je sais pas quoi, bon, c'est autre chose, vous faites du business. Mais si votre métier, c'est opérateur, c'est d'être sur le terrain et d'accompagner les gens, alors la spécialité, c'est personal trainer. Il faut tout de suite aller sur du premium, du haut ticket de revenu, tout de suite sur du 60 ou 100 euros de l'heure, en fonction de la ville où vous exercez. Et là, ça va très vite. Vous gagnez très vite tout de suite votre vie et vous pouvez ensuite, sur cette base-là, pérenniser votre activité, mais aussi la développer. Créer des lieux de pratique, créer des concepts, créer des choses. Donc, j'aurais tendance à dire non, généraliste d'abord, et ensuite, une fois qu'on a encore une fois sécurisé notre survie dans le métier, alors créer de la spécialité et aller chercher des compléments de formation pour se développer. Alors, il y a l'exception du haut niveau, où là, malheureusement, on n'a pas trop de 10 ans pour se faire un réseau spécifique. Et si on prend le chemin du personal training, il est très, très rare et très, très difficile de raccrocher le haut niveau, sauf si on en a fait soi-même. Ouais. Donc, j'aurais tendance à dire, bon, si vraiment votre rêve, c'est d'être dans la haute performance, faites tout de suite de la haute performance, mais alors préparez-vous à bouffer des yaourts et des pâtes pendant 5 ans, voire toute votre life, malheureusement. Pareil pour les coachs, hein, on passe plus de temps à perdre qu'à gagner. Et faites du personal training à côté pour remplir un tout petit peu les caisses à un moment donné, quoi. Ah ouais, bah, c'est très intéressant ce que tu dis et vraiment, tu vois, je profite de ma chaîne, pour véhiculer ce message à chaque fois. À chaque fois, j'ai la petite partie de ces conseillers d'orientation et j'adore parce que c'est super important. Il faudrait le dire aux jeunes ça et personne le dit, en fait. Donc, ton message était super et je te remercie. Eh ben, avec plaisir. J'espère que ça aidera. Dites-nous en Ben ouais, commentaire si c'est le c'est cas. cool. C'est cool. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je voulais te remercier pour ton temps, pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Je vais te demander si les gens ont de l'intérêt pour toi, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux, comment on peut se tenir au courant? Oh, je suis assez facile à trouver sur Instagram, Aurélien Broussal, Ouais. sur YouTube, Aurélien Broussal, sur LinkedIn, Aurélien Broussal. Et du coup, je partage quotidiennement sur tous ces réseaux des contenus très différents, sous forme OK. de podcasts, sous forme de tutoriels, sous forme d'articles. J'ai un site web aussi, broussal-derval.com, où il y a plein de billets de blog gratuits et puis énormément de formations si vous voulez soit vous mettre à jour si vous êtes déjà coach, soit vous former si vous n'êtes pas encore coach. Eh beh, super. Merci beaucoup. Je mettrai les liens en description. Merci beaucoup, Aurélien. Eh bien, à très bientôt. Salut David. Ciao.